Bonjour à tous, cette semaine nous allons aborder la notion de serveur de fichiers. Pour mieux comprendre, voici ce qui se passe si nous n'avons pas de serveur de fichiers. Chaque utilisateur va devoir stocker ses fichiers sur son ordinateur, soit sur une clé USB ou un autre support. Grâce à un serveur de fichiers, nous pouvons stocker des données de manière centralisée sur le réseau. Chaque utilisateur peut écrire ou lire ses fichiers selon les droits qui ont été attribués à l'utilisateur ou au groupe d'utilisateurs donné. Un serveur de fichiers sert donc à héberger des fichiers, à pouvoir les partager à travers le réseau, selon un modèle client-serveur. Les deux principaux avantages des serveurs de fichiers. Premièrement, la sécurisation des données sera moins coûteuse, puisque si nous souhaitons mettre en place une technologie RAID, nous n'aurons pas besoin de mettre en place cette technologie sur chaque poste client. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est qu'une technologie RAID, cela permet qu'en cas de défaillance d'un des disques durs d'un ordinateur, l'on puisse reconstruire celui-ci à partir des autres disques durs de l'ordinateur ou du serveur. Deuxièmement, l'accès des fichiers est possible pour un ou plusieurs utilisateurs, ce qui facilite la collaboration entre les utilisateurs. Les inconvénients des serveurs de fichiers sont principalement liés au réseau. Premièrement, si nous avons une panne sur le réseau, il sera impossible aux utilisateurs d'accéder à leurs données. Deuxièmement, le fait que les données soient disponibles sur le réseau, cela cause quand même une vulnérabilité supplémentaire par rapport à un quelconque piratage des données. Comme vous pourrez le constater sur Wikipédia, il existe de multitudes de protocoles pour les serveurs de fichiers. Nous aborderons uniquement le protocole FTP, comme File Transfer Protocol, et plus tard, le protocole SMB, Server Message Block, qui concerne principalement le partage de fichiers sur un réseau local. Pour ce dernier, donc le protocole SMB, celui-ci est utilisé lorsque nous souhaitons par exemple monter un lecteur réseau, comme vous le voyez sur l'illustration. Maintenant, nous allons parler plus en détail du protocole FTP. D'abord, que veut dire FTP? Cela signifie File Transfer Protocol en anglais. Comme l'illustre le schéma, un serveur FTP permet de transporter des fichiers à travers le réseau, selon un modèle client-serveur. Le protocole de communication est non chiffré, contrairement au FTPS. Cela utilise le TCP et les ports 20 et 21, et cela correspond à la couche application du modèle OSI. Vous vous demandez sûrement quelles sont les utilisations concrètes du serveur FTP. Eh bien, premièrement, cela sert régulièrement pour tout ce qui est publication de sites internet. Et deuxièmement, cela sert bien sûr au stockage de toutes sortes de fichiers, car comme son nom l'indique, FTP veut dire File Transfer Protocol, donc c'est un protocole de transfert de fichiers. Il a l'avantage d'être multiplateforme, il marchera aussi bien sous Windows que sous Linux. L'installation d'un serveur FTP est possible sur une machine Linux. Cela aura pour avantage d'utiliser très peu de place, étant donné que sans interface graphique, une machine Linux ne pèse pas plus de 2 Go pour une version de Debian. Sinon, vous pouvez avoir bien sûr un serveur FTP sur Windows en utilisant FileZilla Server. Comme cela fait un certain temps qu'on n'a pas fait de manipulation, je vous propose un TP pour ce cours. D'abord, je vous laisse un temps pour pouvoir télécharger VirtualBox et Debian et procéder à son installation. Donc vous aurez les liens dans la description. Et ensuite, vous aurez une vidéo expliquant l'installation d'un serveur FTP qui arrivera prochainement et qui vous permettra de faire le TP. Donc une fois que vous avez installé VirtualBox, vous faites nouvelle machine. Vous la nommez par exemple serveur _ FTP. Donc là vous sélectionnez le système, Linux, Debian 64 bits. Vous laissez les options par défaut
y compris pour le disque dur, 8 Go c'est largement suffisant. Et vous pouvez démarrer votre machine. Ensuite, vous allez devoir choisir l'image d'installation. Donc votre fichier ISO de Debian. Vous cliquez sur choisir, vous faites démarrer. Et par la suite, vous pouvez commencer une installation de Debian, comme on a vu en cours. Comme nous l'avons vu en cours, à un moment donné de l'installation de Debian, il vous sera demandé de sélectionner les logiciels à installer. Dans notre cas, nous cocherons uniquement serveur SSH, qui va nous servir à prendre la main sur le serveur, et utilitaire usuel du système. Nous n'aurons pas besoin de l'environnement de bureau Debian, il s'agit de l'interface graphique. Comme certains s'en sont déjà aperçus en cours, il est nécessaire lors de l'étape de l'installation du démarrage Grub de bien sélectionner le périphérique /dev/sda afin que votre machine puisse démarrer à l'issue de l'installation. Donc Grub, pour rappel, pour ceux qui s'en rappellent plus, c'est ce qui permet de booter sur votre machine Debian et éventuellement de pouvoir booter sur d'autres machines, ce qu'on appelle le multi-boot, comme toute distribution Linux par exemple. Nous nous retrouverons désormais quand vous aurez terminé l'installation de votre machine virtuelle. En attendant, merci d'avoir suivi ce cours, à bientôt.